Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure comme tous les mardis pour nos webinaires d'experts. J'espère que vous allez bien, j'espère que pour ceux qui sont aux États-Unis, le week-end était agréable puisqu'on avait un week-end prolongé. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis, Canada sous la marque Modi français et au UK sous la marque Modi French Morning. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un que certains connaissent peut-être puisqu'il intervient chez nous de façon annuelle et même des fois trimestrielle quand il y a des sujets intéressants, surtout pour les gens qui sont à cheval entre deux pays. C'est Manuel Ravier, investisseur immobilier et cofondateur d'investissementlocatif.com. Manuel est diplômé en droit des affaires de l'IAE Paris-Sorbonne. Il est aussi entrepreneur et investisseur, comme je disais. Investissement locatif, aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'euros qu'ils ont fait investir en fait, à leur clientèle, leurs investisseurs, qui sont en grande partie, mais pas que, mais Manuel nous en dira un peu plus, des expatriés comme vous. À titre personnel, Manuel possède plus de 10 millions d'euros d'immobilier à Paris et dans le reste de la France. Donc, on va dire qu'il connaît bien son sujet. Comme d'hab, c'est une conférence qui a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, il y a un peu plus de 300 personnes qui ont pris un billet. Vous en faites pas. Le concept, c'est on vous fait un petit topo de base sur tout ce qu'il faut savoir. Et ensuite, vous pouvez même dès à présent déjà poser toutes vos questions dans le Q&A ou Q&R pour ceux qui ont le Zoom en français. Ça se trouve juste en bas là. Pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, LinkedIn ou YouTube en live, vous posez vos questions. J'y ai aussi accès, donc vous en faites pas. Et pour les plus téméraires qui sont sur Zoom, ils ont la chance de pouvoir lever la main. Donc, n'hésitez pas, on aime bien entendre votre voix. C'est aussi sympa, ça évite le monologue. Donc, c'est sympa de vous entendre. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Votre webcam ne s'affiche pas, hein, vous en faites pas. Donc, on aura juste votre voix. Et puis, votre nom ne s'affichera pas. On donnera juste votre prénom. Voilà. Manuel, je vais te laisser nous présenter un petit peu la suite du programme. Et puis, moi, je reviendrai pour le question-réponse. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est comment investir efficacement dans l'immobilier en France en 2022, puisque là, l'année a bien démarré. On est déjà fin février, ça va très vite. Et donc, on va essayer d'aborder tous les sujets autour de l'investissement immobilier en France. Mon objectif avec cette conférence, c'est vraiment de vous donner les clés pour qu'à la fin de cette conférence, vous ayez du contenu qui soit actionnable et que vous puissiez réussir vos projets en France. Faire les bons choix, que ce soit au niveau fiscal, avoir les réponses sur la partie financement, savoir quel produit acheter, dans quel produit investir, quel produit éviter. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Et comme l'a dit Romain, je vais répondre à la fin à vos questions de manière à pouvoir vraiment traiter le sujet dans sa globalité. Alors très rapidement, qui je suis? Donc c'est mon associé à côté qui s'appelle Michael, peut-être pour ceux qui le connaissent. Il a écrit un livre qui s'appelle Vive l'immobilier, vive la rente, un livre qui est juste là derrière moi, d'ailleurs un livre orange, qui est en réédition parce que tout avait été vendu. Donc, bientôt, il sera disponible à nouveau. On est cofondateur d'investissement locatif. On a eu une vision en 2012. Il n'y avait aucun service qui permettait à un investisseur d'investir dans l'immobilier ancien avec un service clé en main de A à Z. Ça n'existait pas. On l'a donc créé. On a été pionnier. Donc, c'était en 2012. On était deux. Et on a créé un service tout simplement qui permet, avec investissementlocatif.com, d'avoir un peu le tout sous le même toit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir au sein de notre société, trouver votre bien, trouver un bien rentable, le restructurer, donc réaliser des travaux de rénovation sans que vous ayez à les suivre, puisque nos architectes d'intérieur vont les suivre, meubler, décorer les logements, jusqu'à vraiment l'entrée du locataire, et on fait aussi la location et la gestion. C'est un service qui est particulièrement adapté aux non-résidents, mais pas que, hein. On a aussi énormément de clients en France ou même sur place, et parce que ça permet de gagner beaucoup de temps, également de saisir les meilleures affaires du marché et d'éviter la galère autour de la gestion de travaux. Donc, d'avoir des biens rentables sans y passer du temps. Je suis également investisseur puisque avec Michael, on a acheté à deux environ 20 millions d'euros d'immobilier en partant de zéro. Donc, c'est pour ça que Romain a dit 10 millions sur ma tête. On a beaucoup de dettes dessus. On a acheté tout ça en quelques années, en 6 ans seulement, en partant de zéro. Je le redis, puisque je ne suis pas issu, ce n'est pas une tare d'ailleurs, bien au contraire, mais je ne suis pas issu d'une famille spécialement riche qui m'aurait aidé là-dedans. On a appris par nous-mêmes, on a fait des erreurs et on a déroulé notre méthode. Et j'interviens souvent
dans des conférences, donc physiques quand ce n'était pas le Covid. Là, ça commence à revenir un petit peu, mais des conférences autour de l'investissement immobilier pour partager mon histoire, partager également mon expertise et autour également de la fiscalité immobilière, bien évidemment, puisque je suis diplômé en droit des affaires avec une majeure fiscale et que c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup et que ça fait la différence dans vos projets immobiliers. Donc, on pourra également en parler. Investissement locatif, donc ça fait tout juste 10 ans, fondé fin 2011 exactement, mais on a commencé l'activité en 2012, donc début 2012, 2022, 10 ans, on a commencé à 2, on est plus de 150 collaborateurs, on a fait investir plus de 250 millions d'euros dans l'immobilier locatif, ce qui représente environ plus de 2000 projets réalisés, et on a réalisé 500 opérations l'an dernier. On est présent dans une vingtaine de grandes zones géographiques. Concrètement, on accompagne des clients dans la zone nord, Lille, Roubaix, Tourcoing, Douai, etc., donc dans toutes ces zones, sur Rouen, Paris et toute l'Île-de-France, Reims, Metz, Nancy, Mulhouse, Orléans, Lyon, Saint-Étienne, enfin, toutes les villes qui s'affichent sur la carte. Donc, dans chaque ville, on a des équipes locales qui sont en mesure d'accompagner nos clients pour chercher les meilleures affaires. Donc, sourcer toute la journée, chercher les pépites pour nos clients investisseurs en fonction de leur cahier des charges. Et ensuite, toute la partie archi qui va suivre les travaux, faire le cahier des charges travaux avec nos standards qui sont des standards robustes, puisqu'en 10 ans, on a vécu plein de galères qu'on améliore, ce qui nous permet à chaque fois d'améliorer nos process et qui vont pouvoir ensuite suivre le chantier pour le compte de nos clients avec un rapport de chantier tous les 10 jours dans l'espace investisseur ou dans l'app ou en ligne. Et à la suite de ça, meubler, décorer, etc., jusqu'à la mise en location et l'exploitation du bien. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de vous permettre de bénéficier de revenus complémentaires grâce à l'immobilier, de préparer sa retraite, puisqu'on sait que la retraite, c'est un sujet qui est sensible aujourd'hui, on va en reparler un petit peu juste avant, et se mettre à l'abri et mettre à l'abri ses proches, donc exploiter tout son potentiel financier. L'idée, c'est quoi avec l'immobilier? C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai investi dans l'immobilier. Mon but n'était pas de me dire, et encore une fois, ça peut être l'objectif de certains, hein, mais je ne me suis pas dit, Romain, je vais rouler en Ferrari, ça va être trop cool, et je vais nager dans les billets. Voilà, parce que là, on évoque des sommes qui sont énormissimes. Moi, tout ce que je voulais, en fait, c'était pouvoir me dire, j'ai 2 sœurs, une petite, une grande, qui travaillent dans le social, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent parce que c'est une vocation. Et je me suis toujours dit, si elles ont un besoin, que ce soit pour la santé, pour l'éducation de leurs enfants qui veulent faire une école privée, ça coûte cher. Hein, vous qui êtes peut-être à l'étranger, vous le savez que ça coûte encore plus cher à l'étranger. J'aurai de l'immobilier qui me permettra peut-être d'améliorer le quotidien de ma famille et de prendre soin. Moi, c'était mon unique objectif avec l'immobilier, de sécuriser ma famille directe, j'ai 2 enfants, et de sécuriser mes 2 sœurs et leurs familles qui sont dans le social. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et puis petit à petit, on se pique au jeu et puis on achète un bien, un autre, on voit que ça marche. Et c'est tout ce que je vous souhaite. On va enchaîner les biens. Et au bout d'un moment, c'est décorrélé de ses propres besoins. C'est-à-dire que j'aurais pu m'arrêter il y a bien longtemps d'investir. Je n'avais pas besoin d'avoir autant de biens immobiliers. Mais on se pique au jeu et on devient fan, on devient passionné d'immobilier. Le système de retraite, moi, c'est mon gros sujet. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, on a un système de retraite. En plus, ça dépend des pays dans lesquels vous êtes, bien évidemment. Mais on a un système de retraite en France qui est à bout de souffle. De plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. Donc, on le voit, hein, la seule solution, c'est de décaler les âges de départ à la retraite. On le voit, on a encore l'élection présidentielle cette année. C'est un sujet. Certains font plein de promesses parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas élus. Ils disent qu'ils vont remettre la retraite à 60 ans. Mais on sait tous que ce n'est pas réaliste. On va plutôt vers une retraite autour de 70 ans à terme. Évidemment, c'est compliqué. L'idée, c'est quoi? C'est que peut-être vous voulez investir en France pour avoir un pied-à-terre en plus de revenus locatifs, vous dire que peut-être plus tard, vous allez loger un enfant qui sera étudiant, parce que souvent, quand on est expatrié, on aime bien envoyer les enfants faire des études en France parce qu'on a un bon système éducatif et que ça permet aussi de se reconnecter et de reconnecter ses enfants peut-être avec les racines françaises. En tout cas, certains ont cette stratégie. Donc, à ce moment-là, avoir un bien dans une ville qui va pouvoir être occupé par votre enfant, ça peut être aussi stratégique. Et enfin, alors, je vais vous parler des avantages de l'immobilier en France. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à l'étranger. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens, y compris des personnes même étrangères, hein, c'est-à-dire de nationalité étrangère et qui ne vivent pas en France, vont investir en France pour profiter de ces avantages-là. Petite slide sur l'espérance de vie. Donc, on a une espérance de vie qui a tendance à augmenter. Donc, ça, c'est bien. Le seul problème, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et on voit qu'en vérité, l'espérance de vie en bonne santé a tendance à se rapprocher de l'âge de départ à la retraite. Globalement, ce n'est pas pour vous démoraliser, simplement pour vous peut-être faire prendre conscience, de cet aspect-là. On a tendance à repousser l'âge de départ à la retraite parce qu'on dit
on vit de plus en plus longtemps, c'est vrai, mais entre guillemets, dans quel état? C'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé se rapproche et l'idée, ce n'est pas que vous ne puissiez pas profiter de vos vieux jours, mais au contraire que peut-être, grâce à l'immobilier, si vous avez largement anticipé et que vous avez investi en amont, que vous puissiez avoir des revenus complémentaires qui vous donnent plus de liberté pour débrayer et prendre votre retraite plus tôt. Ça peut être un objectif de certains. Les signes de l'impréparation, c'est quoi? Ça va être de se reposer uniquement sur son activité. On peut être tenté, quand on travaille beaucoup, qu'on gagne très bien sa vie, de se dire je le ferai plus tard et de se dire de toute façon, je gagne bien ma vie, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres types de revenus. Le problème, en fait, c'est que c'est un état actuel et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que ça dure, c'est que vous conserviez votre emploi, que ça continue de bien se passer, que vous ayez des promotions, etc. Mais à un moment, on peut avoir des changements, une envie de peut-être changer de carrière professionnelle. Il ne faut pas que vous soyez attaché par ce job et que vous ne soyez pas bloqué dans ce job. Donc, que vous ayez des revenus alternatifs complémentaires qui peut-être vous apportent la liberté de choisir. C'est vraiment ça qui est important. Moi, je me lève le matin tous les jours pour travailler. Je ne suis pas du tout un rentier immobilier, entre guillemets. Ce n'est pas le rêve que je vous vends sur la plage en train de rien faire. Je travaille beaucoup, mais je le fais parce que j'aime ça et parce que c'est une passion et parce que j'ai envie de le faire. Je sais que le jour où j'ai envie de peut-être lever le pied, j'ai le luxe, c'est ça le vrai luxe, de peut-être me dire, avec les revenus immobiliers que j'ai, avec le patrimoine que je développe, je pourrais, à un moment, assez tôt, débrayer et peut-être vivre de mon immobilier si c'est mon souhait, encore une fois. L'idée, c'est que certains ont tendance à reporter systématiquement leur projet immobilier parce qu'on le sait tous, vous travaillez probablement beaucoup. Quand vous rentrez le soir, vous avez d'autres sujets de conversation dans votre foyer, peut-être des enfants dont vous vous occupez. Peut-être des passions, on a envie de profiter de ses amis, etc. Et en fait, le sujet investissement immobilier ou investissement tout court, il est toujours repoussé, comme s'il n'était pas essentiel. On se dit toujours, je le ferai plus tard. En vérité, l'immobilier, c'est un facteur temps. Et si on ne lance pas le système, comme on va le voir dans cette conférence, malheureusement, on ne bénéficie pas après des fruits. C'est-à-dire que vous investissez aujourd'hui et en fait, vous allez capitaliser chaque mois qui passe, on va voir comment, mais c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans que vous vous rendrez compte de vraiment tout ce que vous avez accumulé grâce à l'investissement 15 ans plus tôt. Et en ça peut être un peu un piège, c'est-à-dire que comme on n'a pas l'effet immédiat lorsqu'on investit, on peut avoir tendance à repousser en se disant je le ferai plus tard. Et en vérité, chaque mois qui est perdu, je ne vais même pas parler d'années, mais chaque mois qui est perdu dans l'investissement ne se rattrape pas. Enfin, le dernier piège qu'il faut essayer d'éviter, c'est de laisser son épargne dormir. Aujourd'hui, on le voit, on a une inflation qui est énorme. On parle de 7,5% aux États-Unis, ça vient de tomber. C'est monstrueux. L'inflation en Europe, en zone euro, elle est également très élevée. Sans même parler de l'actualité et de ce qui se passe actuellement en Ukraine, qui peut avoir également des impacts sur l'économie, même si on souhaite tous que ça se passe le mieux possible en Ukraine, surtout pour les gens, avant même l'économie. Mais voilà, on voit qu'on a des pressions économiques et que beaucoup de choses font que l'argent qu'on conserve en compte avec cette inflation va avoir tendance à perdre de la valeur. Et donc, on le sait, en période d'inflation, on va le voir après, mais ce qui compte, c'est d'avoir de la dette à taux fixe et bien sûr des actifs qui vont se valoriser. Et l'immobilier est une des réponses à l'inflation. Je vais vous parler maintenant de ce que j'appelle la martingale. Alors, martingale, c'est un peu péjoratif, ça fait appel au côté jeu, et ce n'est pas vraiment un jeu, mais je vais vous expliquer pourquoi l'investissement immobilier, s'il est bien employé, peut être quelque chose de magique. À titre perso, j'ai réalisé un placement en 2015, c'est ça, on est en 2022, qui m'a généré 44% de rendement par an annuel pendant 7 ans. Donc, si je vous dis ça, vous allez me dire, Manuel, tu es complètement fou, c'est pas possible. Et en plus de ça, c'est un placement qui était sécurisé. Bon, vous l'avez compris, tout simplement, c'était un placement immobilier. J'ai investi, et je vais vous faire comprendre la notion d'effet de levier, j'ai investi 40 000 € d'apport avec ma compagne à l'époque. On a mis chacun 20 000 €, c'était nos économies dans un projet, et la banque nous a prêté le reste. Donc, c'était fin 2014, le projet, les travaux ont démarré début 2015, donc je suis devenu propriétaire début 2015. Donc, ce projet, c'était un appartement à Paris 11e, pour ceux qui connaissent, de 80 mètres carrés, donc j'avais chassé, donc c'était déjà une très bonne affaire. Donc, j'avais acheté à 6 000 € le mètre, 80 mètres carrés fois 6 000, ça faisait 480 000 € frais d'agence inclus. Donc, c'était déjà une très bonne affaire, mais le marché immobilier n'était pas aussi cher qu'aujourd'hui à Paris. Donc, c'était une bonne affaire, ça valait 8 et j'ai payé 6. Donc, c'était très bien.
Il y avait des travaux à faire, évidemment. L'histoire, c'est que c'était une dame, malheureusement, qui était malade et qui avait beaucoup de patrimoine, qui souhaitait vendre rapidement pour profiter de son argent. Donc, elle a mis un prix pas trop élevé. Et moi, j'ai chassé le bien par une agence classique. Et l'agence m'a appelé et j'ai pu me positionner très rapidement. Donc, ce bien, je l'ai rénové et ça m'a coûté des travaux. Et avec frais de notaire et travaux, ça m'a coûté 560 000 €. Aujourd'hui, ce bien-là, qui m'a coûté 560 000 €, il vaut 900 000 €. 80 mètres carrés à Paris 11e, rue Saint-Maur, ça vaut environ 11 000 € le mètre. Donc, ça vaut environ 900 000 €. Alors, comment j'ai gagné de l'argent sur cette opération? Par plusieurs biais. Le premier, je suis navré, on est dans des locaux sur rue, il y a un camion juste devant, donc ça va passer, mais j'ai peut-être un petit bruit parasite, mais ça va passer. On n'entend pas le camion, hein, tu peux y aller, Manu. Tant mieux. Alors, du coup, comment j'ai gagné de l'argent sur ce projet? La première façon dont j'ai gagné de l'argent, c'est en achetant une bonne affaire. On dit souvent en immobilier, on s'enrichit déjà en achetant une bonne affaire. J'ai acheté une bonne affaire, comme je vous le disais, ça valait 8 le mètre, j'ai acheté à 6. J'ai immédiatement une plus-value latente. C'est la première chose. En numéro 2, j'ai réalisé des travaux de rénovation. Mais bon, c'est lié. J'ai acheté une bonne affaire parce qu'il y avait des travaux. Bon. Ensuite, ça, c'est la première façon dont je me suis enrichi. La plus-value latente parce que j'ai bien acheté. La deuxième façon dont je me suis enrichi, c'est qu'on le voit juste en dessous, les prix immobiliers ont augmenté dans le 11e arrondissement. Plus 30% en 5 ans. Bon. Donc, concrètement, qui que vous soyez qui achetait dans le 11e, dans ce quartier-là, à ce moment-là, quel que soit le prix, si vous achetiez au prix marché plutôt, eh bien, ça aurait pris 30%. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un génie. L'immobilier a tendance à monter de manière continue. Je le dis, ce n'est pas linéaire. Il y a des moments où on consolide légèrement à plat ou des très légères baisses à certains moments. Mais globalement, si vous regardez les courbes d'immobilier sur 50, 100 ans, ça monte en continu pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la monnaie a tendance à se dévaluer. Donc, tout simplement, ça monte, ça corrige finalement la dévaluation de la monnaie. Ne serait-ce que ça. Donc, 1, j'ai fait une plus-value latente parce que j'ai bien acheté. 2, j'ai profité de l'augmentation des prix de l'immobilier, tout simplement. Et la troisième chose qui fait que je me suis enrichi, c'est que j'ai remboursé chaque mois, avec les loyers encaissés, j'ai remboursé la banque, le crédit à la banque. Et c'est ce qu'on appelle l'amortissement du crédit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si je regarde mon bien, je me retrouve avec un bien qui vaut 900 000 et il me reste environ, donc 900 000 moins 340 000 € de plus-value, moins 150 000 € d'amortissement. Voilà, il me reste 900 000 moins 490 000. Ouais, il doit me rester 350 000 € à rembourser environ à la banque. Donc, si je vends demain mon bien, je me suis enrichi de 490 000 € en 7 ans. C'est juste un truc de dingue parce que je rappelle que ça, ce n'est pas lié à mon travail. C'est-à-dire que j'ai bossé au tout début pour trouver l'opération, ça m'a pris du temps. J'ai travaillé pour suivre les travaux, ça m'a pris du temps pour meubler, décorer, ça m'a pris du temps pour mettre un locataire. Mais une fois que j'avais fait ça, donc c'est du boulot, hein. Attention, je ne vous dis pas que je n'ai rien fait, j'ai quand même fait tout ce travail-là. Mais une fois que ce travail-là est effectué, ça tourne tout seul. Ça fait 7 ans, j'ai fait 2-3 changements de locataire en 7 ans, bon, ok. Mais en dehors de ça, je me suis enrichi en patrimoine net. Alors, il faudrait peut-être retraiter l'impôt sur les plus-values si je vendais demain, mais mon patrimoine a augmenté de 490 000 € en 7 ans. C'est juste un truc de dingue, puisque sur un bien qu'on a acheté avec ma conjointe, ça représente 70 000 € d'enrichissement net annuel. Et là, je vous pose la question à tous qui êtes dans le chat, combien est-ce que vous arrivez à épargner avec votre travail chaque année? C'est-à-dire, une fois que vous avez encaissé votre salaire, vous allez payer votre logement, payer vos passions, payer vos frais de nourriture, toutes les activités éventuellement des enfants, enfin tous les coûts de la vie. Payer, n'oublions pas le plus important, votre impôt. Par exemple, en France, on paye beaucoup d'impôts quand on gagne bien sa vie. Ça dépend des pays où vous êtes dans le monde. Et arrivé au bout, il vous reste de l'argent. Combien il vous reste et combien vous arrivez à épargner? Et moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, 70 000 €, c'est énorme. Ça représente plus que ce que j'arrive à épargner à titre perso, après impôts et après tous les coûts de la vie. Donc, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que je dis que c'est une martingale, parce qu'en mettant 20 000 € sur la table, chaque année, je me suis enrichi. Donc, puisque on a mis 40 000 divisé par 2, hein, vous l'avez compris, je suis avec ma compagne en indivision. Et chaque année, on s'enrichit de 70 000, donc divisé par 2. Donc, en mettant 20 000 € sur la table, chaque année, je me suis enrichi de 35 000 € en plus à titre perso. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, Romain, je ne les vois pas. Je te laisserai peut-être les poser. Je ne sais pas comment tu vas interagir, mais je voulais quand même vous faire prendre conscience de cette opportunité, c'est un truc de fou. On a pas mal de questions qui sont déjà arrivées. Peut-être qu'on peut s'occuper de ces questions-là. Okay. Et puis, on refera une deuxième session de questions-réponses un peu plus tard dans la présentation. On a un auditeur anonyme qui nous dit « Est-il pertinent d'investir
en locatif en France versus les États-Unis lorsqu'on est résident fiscal américain? Alors, ça va dépendre de pas mal de choses, mais la France a des atouts en tout cas. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas intéressant d'investir aux États-Unis. Moi, mon job, c'est l'investissement en France. Néanmoins, la France a quand même des atouts, notamment sur les taux d'emprunt qui vont être nettement plus bas. Tu me dis, Romain, si tu es d'accord, mais les taux d'emprunt qui vont être des taux à taux fixes ici en France et avec des taux d'emprunt qui vont être très intéressants. Sur 20 ans, pour vous donner un ordre d'idée, en tant que non-résident, vous allez avoir un taux de 1,5, 1,50% de taux, à taux fixe. Donc, c'est hyper intéressant. Parce que même si on a de l'inflation et que demain les taux remontaient, votre crédit, il ne va pas augmenter. Le taux de crédit ne va pas augmenter. Alors que dans certains pays, on va avoir des taux qui sont uniquement des taux variables, par exemple, et qui vont être indexés sur les taux, par exemple, de la Fed ou sur Euribor, si on parlait du secteur européen. Donc, on va avoir des atouts sur le marché français, plusieurs atouts, que ce soit sur la partie financement ou sur la partie fiscalité, qui font que c'est intéressant d'investir en France. Après, ça ne veut pas dire que c'est le seul marché au monde qui est intéressant en matière d'immobilier. Ok, parfait. J'ai juste fermé le chat pour que ce soit plus simple, qu'on ait centralisé toutes les questions dans le Q&A. Donc, si vous pouvez écrire vos questions dans le Q&A, n'hésitez pas. Oui, pour les taux ont baissé aux États-Unis, mais ils restent encore bien plus élevés qu'en France. On va avancer sur ces questions-là. Je vais essayer de prendre des questions un peu plus générales. Quels sont les impôts sur la plus-value à la revente? Question de Annette. Comment ça se passe en France? Alors, ça va dépendre du régime de détention fiscale. On va parler de fiscalité après, donc je propose de traiter ça plutôt sur la seconde partie. Ça marche. Je vais donc… on peut avancer et puis on continuera les questions après. J'ai pas vu les questions, mais peut-être que des réponses vont être directement dans la présentation. Donc là, on était vraiment dans l'intro. Ouais. Donc, on va parler de 1, comment utiliser l'effet de levier de la banque, donc l'effet de levier du crédit, pour justement faire ce que j'ai fait, amener un apport et à partir de cet apport, multiplier le rendement, et vous allez voir comment, de vos opérations. On va parler de pourquoi c'est plus intéressant d'investir dans des biens qui sont des biens anciens à rénover et comment faire justement ces rénovations-là, comment créer de la valeur avec les travaux. Et enfin, quels sont les produits les plus rentables et sur quel type de produits et de villes se positionner en 2022. Donc, s'enrichir grâce à la banque. L'idée, quand on est non-résident, c'est que c'est déjà plus compliqué d'emprunter en France, il faut quand même le dire et avoir un discours de vérité là-dessus. C'est plus compliqué d'emprunter en France quand on est non-résident que quand on est résident fiscal français. Pour une raison très simple, c'est que les banques françaises prêtent en règle générale comme produit d'appel et ce qu'elles veulent, c'est récupérer les flux financiers de leurs clients. Concrètement, je suis une banque et je vais faire un crédit immobilier à quelqu'un. Je sais que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent sur ce crédit immobilier, mais en échange, je vais lui dire, écoute, je t'ai prêté pour ton bien, me ramène tous tes salaires chez moi et fais fonctionner les comptes. Et à partir de là, moi, je vais gagner mon argent en tant que banque avec justement les frais sur la carte bleue, les éventuels découverts, tous les produits bancaires que je vais te proposer sur de l'assurance, etc. Sur des non-résidents, elle sait très bien, la banque, qu'a priori, vous n'allez pas, ça ne va pas être un compte principal puisque vous travaillez à l'étranger, vous avez une banque à l'étranger. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en termes de risque, la banque a plus de risques. Si vous arrêtez de payer vos emprunts, elle va faire une action contre vous, mais l'action va être rendue plus compliquée du fait du caractère international de votre pays de résidence. Donc déjà, elle se dit, certaines disent j'accepte de prêter à des non-résidents, mais je veux gagner un peu plus parce que je sais que je n'aurai pas les contreparties et que j'ai plus de risques. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais d'un taux de 1,5 environ pour un non-résident sur 20 ans. Ça varie en fait en vérité entre 1,2 et 1,8 pour un non-résident, alors qu'un résident fiscal français peut espérer en dessous de 1% aujourd'hui sur 20 ans. Donc, vous avez une prime, vous allez payer un petit peu plus cher qu'un résident fiscal français sur le taux. Mais ce n'est pas très important parce qu'en vérité, les taux d'emprunt sont historiquement bas et donc que vous payez 1,2 ou 1,5, ça ne va pas changer l'équilibre du projet. Surtout que je le rappelle, on va le voir après dans la fiscalité, les intérêts d'emprunt sont déductibles et vont passer en charge. Donc, ça va venir gommer de la fiscalité. Donc, ça ne va même pas vous coûter la différence, ça va coûter moins que la différence réellement facturée par la banque. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. En revanche, En revanche, la banque va vous demander plus d'apports pour les mêmes raisons, parce que vous êtes non-résident. Donc, elle va dire, pour me sécuriser, moi, banque,
En général, je prends une hypothèque et en plus, je demande plus d'apport. Comme ça, je suis sûr que si je finance un bien, je dis n'importe quoi, à 150 000 euros et que le non-résident apporte 50 000 euros sur le bien, je prête 100 000. Si je ne suis pas payé, je vais pouvoir saisir le bien et je suis sûr de récupérer au moins mes 100 000 euros. Donc, les banques vont vous demander plus d'apport. Et quand on dit plus d'apport, ça va être en général environ entre 30 et 35 % d'apport. Pas forcément d'apport qui est injecté dans l'opération. On va pouvoir faire des montages où, par exemple, vous allez apporter 15 % d'apport. Donc, mettons, pour parler concrètement, un projet à 200 000 euros. Vous allez apporter 30 000 euros d'apport direct dans le projet. OK, et 30 autres 1 000 euros que vous allez apporter dans la banque et placer sur des supports financiers, en bourse, ce que vous voulez, au sein de la banque française. Et du coup, la banque va prendre un nantissement. Ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas retirer l'argent. Vous pouvez, selon les banques, choisir vos supports. Donc, vous allez faire fructifier cet argent au sein de la banque française. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Simplement, vous ne pourrez pas le retirer parce que c'est la garantie de la banque. Elle dit, j'ai un nantissement. Si jamais demain j'ai un impayé, je vais me servir sur ce compte-là puisque le compte est chez moi. Et donc, je sais que l'argent est là, tout simplement. Donc, retenez, il faut en tout cas être en mesure de mobiliser entre 30 et 35 % du montant de l'opération totale. Donc, pour une opération totale, par exemple, à 200 000 euros, si on parle de achats, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires, pour 200 000 euros totaux, la banque va vous demander entre 60 et 70 000 euros mobilisés sur l'opération. Donc, c'est quand même une somme importante. Et malheureusement, on ne peut pas déroger à ce type d'apport. Et en plus de ça, les banques, il y a eu des changements bancaires. Je ne vais pas vous faire une conférence sur le financement en France. On ne va pas parler que de ce sujet-là. Mais gardez en tête qu'il y a eu des changements avec le HCSF, une autorité française, le Haut Conseil à la stabilité financière, et qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'emprunter, même pour des résidents fiscaux français. Il y a peut-être une question complémentaire intéressante là-dessus d'un auditeur anonyme qui demande si c'est plus facile d'emprunter quand on a la double nationalité. Est-ce que c'est difficile d'avoir une hypothèque? Est-ce que c'est difficile d'avoir une hypothèque? Non. Au contraire, les banques vont vous le faire, il n'y a pas de problème. Et quand on a la double nationalité, non, ce n'est pas forcément plus compliqué. Quand on est non-résident au sens large, il faut s'adresser à des spécialistes des non-résidents, parce que sinon, c'est un peu le parcours du combattant. Nous, on a des partenaires qui s'occupent de ça, des courtiers qui vont pouvoir vous monter le dossier et tout faire pour vous. Donc, je vous invite à nous solliciter et on pourra étudier la faisabilité. Vous aurez un lien qui devrait apparaître à la fin. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec un de nos conseillers et on peut traiter la partie financement pour vous, voir ce qui est faisable sans que ça vous engage à rien, mais déjà voir ce qui est faisable avec votre situation à vous et voir si c'est possible déjà. Voilà. Ouais. Je confirme, le financement, surtout pour les gens qui nous écoutent des États-Unis, c'est toujours un sujet un peu spécial. Je sais que Manuel a dans sa manche quelques partenaires qui arrivent encore à financer des US residents. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Manuel pour que derrière, il puisse aussi vous connecter avec ces courtiers spécialisés qui font que de l'expat. Parce que c'est compliqué, voilà. Effectivement, c'est toujours un sujet. Donc, en matière de crédit, pour revenir sur le sujet du crédit, il y a ce qu'on appelle le bon et le mauvais crédit. Donc, je ne suis pas là pour vous culpabiliser si vous avez fait des crédits conso. Ça peut d'ailleurs être très utile de faire des crédits consommation dans plein de situations de vie. Donc, ce n'est pas un jugement que je porte. Mais globalement, le bon crédit, c'est celui qui vous permet de financer des actifs et c'est celui qui vous enrichit. On l'a vu, par exemple, sur le bien que j'ai acheté, qui est un exemple d'un bien que j'ai acheté, on voit que grâce au fait que la banque m'a prêté, j'ai pu m'enrichir énormément. Sans la banque, je n'aurais pas pu m'enrichir de 490 000 euros sur ce projet-là. Je n'aurais rien pu faire, j'avais que 40 000 euros. J'aurais pu aller acheter un studio dans une petite ville française, j'aurais pu avec 40 000 euros, j'aurais acheté cash. Je ne me serais pas du tout enrichi, enfin pas beaucoup. Je me serais enrichi un petit peu, mais pas du tout dans cette mesure-là. Donc, le bon crédit, c'est celui qui vous permet de financer justement des actifs qui vont permettre de développer votre patrimoine. Je le dis parce que, d'autant plus, ce n'est pas pour vous raconter spécialement ma vie, mais je vous ai déjà parlé de mes sœurs, ma mère était assistante sociale, je ne sais pas si je te l'avais dit, Romain, et du coup, toute mon enfance, elle s'occupait de dossiers de surendettement pour des gens qu'elle aidait en tant qu'assistante sociale, et elle m'a toujours éduqué en me disant le crédit, c'est mal, et mes parents n'étaient pas investisseurs immobiliers, en gros, ils me disaient attention, le crédit, c'est très dangereux, etc. Et d'ailleurs, au tout début, quand j'ai commencé à investir un petit peu massivement, je peux vous dire qu'elle était apeurée parce que ça ne correspondait pas à son système de pensée et que pour elle, en fait, s'endetter, c'était prendre un risque
et c'était peut-être aller vers du surendettement. Donc aujourd'hui, elle s'est détendue, elle a compris que l'immobilier peut rapporter. Elle-même, elle a fait depuis un projet immobilier avec mon papa. Mais voilà, à la base, ce qu'on a en tête, c'est qu'on a une certaine culture, en tout cas en France, du crédit comme quelque chose de pas forcément positif. Et le crédit, au contraire, peut enrichir. L'erreur qu'on ne doit pas faire dans le crédit, c'est d'emprunter sur des durées trop courtes. Dans la même logique où on se dit, je ne veux pas avoir de dette, on se dit, je vais mettre un crédit sur la durée la plus courte possible. Et comme ça, avec une durée courte, je n'aurai pas beaucoup d'intérêt à payer et puis je serai vite propriétaire du bien. En vérité, quand on a des crédits avec des taux aussi bas, l'objectif, c'est vraiment de l'étaler sur la plus longue durée possible. La plus longue durée possible, ça va dépendre bien sûr de votre âge. Si vous me regardez et que vous dites, Manuel, j'ai 60 ans, vous pouvez emprunter, mais vous ne pourrez pas emprunter sur 20 ans. Okay ? Donc, ça va dépendre bien sûr de votre situation, de votre âge, mais la logique sur du locatif, si c'est possible, c'est d'emprunter sur une durée d'environ 20 ans. Et en plus de ça, et je l'ai mis juste après, non, il n'est pas là, et c'est de prendre un différé de remboursement. Notez bien ça, prendre un différé de remboursement pour les travaux, ça va vous protéger. Donc, un différé en général de 12 à 36 mois, donc entre 1 et 3 ans de différé. Les banques ne vont pas vous accorder 3 ans de différé de manière automatique, mais il faut bien que vous compreniez que pendant cette période de 1 à 3 ans, vous n'allez pas rembourser l'amortissement du capital. Vous n'allez payer que les intérêts d'emprunt. Et en échange, vous allez bien percevoir des loyers à la fin des travaux. Donc, ça va vous permettre d'avoir une enveloppe et de reconstituer votre rapport et d'avoir une enveloppe de trésorerie qui peut être très précieuse pour le reste de l'exploitation du bien. Si vous avez par exemple des travaux plus tard, quelques années plus tard, vous aurez pu thésauriser vraiment une partie des loyers encaissés puisque vous n'aurez pas remboursé tout de suite la banque. Alors, donc, c'est quelque chose de possible. Donc, il faut emprunter sur des durées longues et globalement, essayer de négocier toujours un différé de remboursement. Je confirme, hein, Manu. Je sais que mon père a fait un emprunt, là, il a 71 ans, ils lui ont prêté sur 10 ans. Hein. Donc, on peut encore se faire financer et il faut en profiter si on y arrive parce que c'est à ce prix-là, à ces taux, en ce moment en France, c'est de l'argent pratiquement gratuit. Il y a Christiane d'ailleurs qui a un point là-dessus. Elle donc pense ne pas pouvoir emprunter. Donc bon, on va voir Christiane, peut-être que vous aurez de bonnes surprises, mais elle demandait quel est le taux d'intérêt. Donc bon, je pense que quand vous dites taux d'intérêt, ça doit être le taux de rendement qu'on peut espérer quand on fait un achat cash. Alors, quand on fait un achat cash, on va le voir juste après. C'est la slide d'après. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de placer dans l'immobilier pour faire un achat cash, mais ça veut dire que vous n'allez pas profiter de l'effet de levier du crédit. Donc, vous pourrez nous solliciter, on pourra étudier ça si vous le souhaitez ensemble sur la capacité et la possibilité éventuelle d'emprunter. On verra si on peut mettre du levier ou pas. Donc, justement, ça va répondre à la question. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez le QR code pour prendre le rendez-vous avec Manuel et son équipe. Donc ouais, j'ai voulu vous prendre un petit exemple pour vous montrer. Hein, donc, un exemple en plus avec 30% d'apport. Je me suis calé sur un dossier non résident. En fait, on voit que si j'achète une opération qui fait 6% de rentabilité, donc ça, nous, en fait, on fait des opérations clés en main entre 4 et 9, 9,5%. Selon les villes, selon les projets, on en parlera après. J'ai pris une moyenne, 6% de rendement. Imaginons que vous investissiez dans un projet qui fait 6% de rendement. Comment on calcule le rendement? Tout simplement, c'est le loyer annuel. Donc, par exemple, si j'ai un loyer à 800 € par mois, on va faire 800 € multiplié par 12 mois, 9 600 €. Et on va diviser ce montant de 9 600 € par le coût total du projet. Achat, travaux, frais de notaire, meubles et honoraires. Et donc, si on est sur 6% de rendement, ça veut dire que chaque année, vous avez investi 200 000 €. Chaque année, vous allez récupérer en loyer 12 000 € si j'ai investi 200 000, ce qui fait 6%. Et donc, vous allez récupérer 6% de votre mise de départ. C'est ça que ça veut dire en fait, un rendement locatif. Eh bien, si vous le faites avec un effet de levier grâce à la banque, donc on va le voir juste après, vous allez multiplier ce rendement par 3. Je vous ai pris un exemple concret, ça va être beaucoup plus parlant. Imaginons que vous avez un apport vous avez 150 000 € de cash parce que vous avez épargné avec votre travail 150 000 €, bravo. Vous avez cet apport de 150 000 €. Dans la colonne de gauche, vous achetez un bien cash à 150 000 €, donc emprunt zéro. Vous avez donc un bien immobilier d'une valeur de 150 000 € que vous détenez. Donc, bien sûr, si vous faites une meilleure affaire, vous pouvez imaginer mettre 150 000 € sur la table et avoir un bien qui vaut 180 ou 200 000. Mais je veux faire simple. J'achète à 150 000 € un bien cash, j'ai 150 000 € d'immobilier,
j'ai 6% de rendement sur mes 150 000 euros, ce qui me fait bien 9 000 euros de loyer encaissé chaque année. Voilà. Donc, 10 000, non, là, c'est 9 000 divisé par 150 000 euros, il y a une petite coquille. Ça fait bien 6% par an. Voilà. Ensuite, à droite, j'ai toujours mes 150 000 euros d'apport, mais je vais aller voir la banque et je vais lui dire, écoutez, je suis non-résident, j'ai 150 000 euros de cash, je veux du levier, je veux investir dans l'immobilier. Est-ce que vous pouvez me suivre? La banque dit oui, à condition que vous apportiez 30% d'apport. Vous mettez 150 000 d'apport, ou alors en panaché en placement pour encore augmenter l'effet de levier. Et ça, on le verra ensemble quand on se parlera. Mais c'est possible de, par exemple, se dire à la banque, bah, je vais mettre 50 000 en apport direct, 100 000 en placement chez vous. Ce placement, je vais avoir du rendement dessus. Et je lève de la dette en parallèle. Donc, ça augmente encore mon effet de levier. Mais faisons simple, à nouveau sur ce cas-là. J'apporte 150 000, la banque me prête 300 000. Et j'investis donc dans 450 000 euros d'immobilier. Jusque-là, c'est assez classique. On a bien compris que je n'ai pas 450 000 euros à moi le lendemain. J'ai ce bien immobilier, mais je dois encore 300 000 à la banque. On est d'accord. Donc, le lendemain de l'investissement, l'équation est la même. J'ai 150 000 euros d'immobilier payé, si je revendais immédiatement, et 300 000 euros de dette à la banque. OK. Sauf que maintenant, la grosse différence, elle est là. C'est que chaque année, je vais encaisser non pas 9 000 euros de loyer comme mon premier exemple, mais 27 000 euros de loyer. Parce que le rendement de 6% sur les biens immobiliers, il s'applique bien, cette fois-ci, sur les 450 000 euros détenus, d'immobilier détenu. Et donc, en fait, c'est ça qu'on appelle l'effet de levier du crédit. Donc, je m'enrichis 3 fois plus vite, puisque je ne vais pas récupérer en cash cet argent, ces 27 000 euros, mais avec les 27 000 euros de loyer, je vais rembourser mon crédit à la banque. Et donc, ma dette de 300 000 euros va baisser, baisser, baisser. Et c'est comme ça que je vous ai pris dans l'exemple, qu'on va avoir un rendement et qu'on va avoir un enrichissement grâce à l'amortissement du capital. Comprenez le remboursement mensuel du crédit à la banque. Voilà, j'espère que je suis clair. Dites-le moi dans le chat. C'est une notion hyper importante parce que souvent, moi je parle à des investisseurs qui ne comprennent pas forcément et qui font l'erreur de vouloir acheter cash quand on ne peut pas faire autrement si la banque ne prête pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'acheter cash, c'est mieux que de ne pas faire d'immobilier, mais quand on peut, c'est intéressant de faire du levier. J'ai rouvert le chat si jamais il y a des questions là-dessus ou des choses qui ne sont pas claires. Ça a l'air d'être clair. On peut continuer. Et puis après, j'aurai… Je vois que j'ai des questions hyper intéressantes en plus dans le chat, donc je verrai ça après. OK. Donc, Donc, que négocier en premier? Il faut négocier la quotité déjà, c'est-à-dire essayer de maximiser, de mettre le moins d'apport possible pour avoir le plus de levier possible. C'est la première chose à négocier. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut négocier un différé pour les travaux. L'objectif, c'est vraiment de se dire, je vais commencer à rembourser, mais je vais essayer d'encaisser d'abord des loyers pour me faire un matelas de sécurité. Donc, on va négocier le différé d'emprunt, soit avec votre courtier, soit avec votre banque. C'est quelque chose qui est important. Ensuite, bien évidemment, on va négocier le taux de crédit. On va essayer d'avoir un taux de crédit assez bas, le plus bas possible, bien évidemment. Et ensuite, on va négocier l'assurance emprunteur. On peut faire ce qu'on appelle courter l'assurance emprunteur. Et ça, souvent, les emprunteurs ne regardent pas. C'est-à-dire que vous allez vous battre sur le taux de crédit et derrière, la banque va vous faire payer très cher l'assurance emprunteur. Gardez juste en tête que cette assurance emprunteur, vous pouvez la négocier dans la première année et après tous les ans à date anniversaire. Donc, voilà, il faut… Et en plus, non, il y a de la souplesse. La loi a changé. Vous pouvez la négocier désormais à tout moment. Donc, bon, ça peut se courter. Gardez en tête que négocier une assurance emprunteur peut vous faire gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la durée du crédit. Ça peut être vraiment quelque chose de significatif. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, le crédit à taux fixe, c'est ce que je vous disais, protège de l'inflation. Donc là, la slide n'est même pas à jour. Hein, le nouveau taux d'inflation qui a été publié en janvier. Donc ça date de décembre. Le nouveau taux d'inflation, non, même d'octobre. Le nouveau taux d'inflation, il est de 7,5% aux États-Unis. Donc, c'était un peu la panique lors de la publication des chiffres. Et l'objectif, c'est de ne pas garder du cash qui va perdre de sa valeur, mais au contraire d'investir dans des actifs qui vont monter avec l'inflation, puisque les loyers vont avoir tendance à être revalorisés en fonction de l'inflation et l'immobilier aussi. Et j'ai vu des questions sur les niveaux de prix au mètre carré de l'immobilier. Donc, je vous répondrai et je vous donnerai bien sûr mon avis là-dessus. Donc, maintenant qu'on a compris qu'il fallait faire de la dette pour investir dans des actifs rentables, la question, c'est dans quel type d'immobilier investir. Donc, je vais faire un petit comparatif entre l'immobilier neuf et l'immobilier ancien, avec les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, on va commencer par l'immobilier neuf. L'avantage de l'immobilier neuf, c'est les frais de notaire réduits.
Si vous achetez de l'IMO ancien, vous avez des frais de notaire à 8% environ. Dans le neuf, c'est plutôt entre 2 et 3%. Donc déjà, vous payez moins de frais de notaire. Ça, c'est un fait. En numéro 2, quand vous investissez dans l'immobilier neuf, vous avez les dernières normes, a priori, de construction. Donc, vous avez de meilleures performances énergétiques. Le problème de l'immobilier neuf, c'est que vous allez avoir tendance à surpayer le bien immobilier, donc un prix d'achat plus élevé. En général, le promoteur sait que comme c'est neuf, il y a des personnes qui ne regardent pas trop et vont payer 20-30% plus cher que le prix de marché. Vous avez une offre qui est limitée par rapport à l'ancien. Donc souvent, le neuf va être construit en périphérie de grandes villes et souvent dans des zones qui ne sont pas les plus attractives pour une raison très simple. C'est que dans les grandes villes, si vous êtes dans le centre de Paris, le centre de Nantes, le centre de Lyon, il y a très peu de terrains qui vont être disponibles. La plupart des meilleurs emplacements sont déjà construits, puisqu'il y a déjà des promoteurs qui ont pensé à construire depuis des années. Et donc, si vous souhaitez avoir de bonnes adresses, des emplacements centraux, souvent, ça va être dans l'immobilier ancien. Ensuite, un autre problème de l'immobilier neuf, c'est que souvent, on va acheter sur plan. C'est ce qu'on appelle le VFA. Donc, vous achetez aujourd'hui, vous engagez aujourd'hui, et vous êtes livré dans 18-24 mois. Donc, dans 1 an et demi, 2 ans, c'est 1 an et demi ou 2 ans de perte de loyer, puisque pendant 1 an et demi à 2 ans, l'immeuble n'est même pas construit. Donc, vous êtes bloqué avec votre projet et vous ne commencez pas à vous enrichir. Alors que dans l'immobilier ancien, ça peut aller très vite. On peut même acheter de l'immobilier déjà loué, vendu loué en fait, et s'enrichir tout de suite. Les rendements sont plus faibles parce qu'on achète cher et c'est ce que je disais, les emplacements sont en général moins prisés. Donc moi, ce n'est pas forcément ce que je vais vous recommander. Bien évidemment, il n'y a pas de dogme, ça dépend des programmes. Il faudrait étudier chaque programme. Mais en règle générale, dans 99,9% des cas, c'est moins intéressant. Ensuite, l'immobilier ancien. Donc, si on parle de désavantages, on va avoir des travaux de rénovation qui sont souvent indispensables, d'autant plus avec les nouveaux DPE. Il y a eu des changements dans les DPE depuis l'été dernier. Et aujourd'hui, l'État français va vous pousser à faire une rénovation énergétique pour avoir des logements qui ont une bonne efficience au niveau de la consommation d'électricité, etc. Tout ça, la bonne nouvelle, c'est que si vous l'achetez pour un investissement, on peut emprunter et donc étaler le budget travaux sur 20 ans. Donc, on va le faire avec la rénovation, mais il y a quand même une rénovation qui est nécessaire dans la plupart des cas. Maintenant, les avantages de l'ancien, c'est qu'on est sur un marché de masse, il y a énormément de biens à vendre, donc on peut, parmi ces biens, choisir les bonnes affaires, surtout si on a le réseau. C'est ce qu'on fait, nous, toute la journée avec nos chasseurs immobiliers. On va pouvoir passer, on va le voir juste après, les travaux de rénovation en amortissement, donc ils vont gommer de l'impôt. C'est pour ça que j'ai mis défiscaliser les travaux de rénovation. On va avoir des charges d'immeubles qui vont être plus faibles, parce qu'on a des immeubles, parfois, où on n'a pas d'ascenseur, qu'on va sélectionner. Et ce qui va permettre, ça ne sera pas un problème pour du locatif, ou bien au contraire, mais ça va permettre d'avoir des charges de copropriété plus faibles. Et on va avoir bien évidemment des emplacements prisés, puisque les meilleurs emplacements, je le redis, sont déjà construits. Et donc, il faut acheter dans l'ancien pour pouvoir saisir ces biens. Voilà, donc vous l'avez compris, à titre perso, j'ai acheté, je crois qu'on a 110 lots en détention actuellement, donc des locaux, etc. Donc, ce que je disais, les 20 millions d'euros d'immobilier, ça représente 110 lots différents d'habitation, de commerce. Sur les 110, il n'y en a pas un seul que j'ai acheté en logement neuf. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez comme moi, mais j'ai tout étudié. J'ai tout étudié parce qu'à un moment, je me suis dit, comme tout le monde, si je peux faire un Pinel et que ça me fait économiser des impôts, je paye beaucoup d'impôts, j'adorerais le faire et ça resterait de l'immobilier. Mais malheureusement, j'ai étudié et c'était beaucoup moins intéressant que l'immobilier ancien. On va le voir après dans la fiscalité. Le donc, Pinel, pour les expats, de toute façon, je pense que c'est complètement impossible, non? Ah oui, non, ce n'est pas intéressant puisque si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu en France, de toute façon, il n'y aura pas de sens à faire un Pinel. Et c'est pour vous dire que même ça, parce que le Pinel, c'est du neuf, je l'ai étudié parce que je me suis dit à un moment, s'il y a une opportunité, moi, je n'ai pas de limite, entre guillemets. Si c'est intéressant, j'y serais allé, ça reste de l'IMO. Mais à chaque fois, c'était des prix qui étaient trop élevés, des surfaces qui n'étaient pas optimisées. Et voilà, ce n'était pas intéressant. Donc, créer de la valeur avec les travaux, c'est quoi? C'est qu'on part d'un logement qui va être pourri, comme à gauche, enfin comme en haut plutôt, et on va le rénover entièrement pour arriver sur un bien qui va plaire au maximum de locataires et qui va nous permettre d'appliquer un niveau de loyer qui va être sur la fourchette haute du marché parce qu'on apporte du service aux locataires en termes d'espace optimisé, en termes d'équipement. Bon, si vous démarrez dans l'immobilier, je ne vous conseillerais pas du tout d'acheter un immeuble dans cet état-là, là-haut, parce que vous n'allez pas dormir la nuit pendant les travaux. Ça va vous stresser, en règle générale. Donc, je vous conseillerais de commencer sur une rénovation plus légère. Mais je vous ai mis cette photo pour que vous voyez qu'on va même parfois, avec un investissement locatif, faire des chantiers qui sont énormes. Là, on est en train de rénover 700 mètres carrés sur un immeuble de 25 appartements dans la banlieue de Lille, par exemple. Et dessus, on a tout refait, y compris une partie de la structure du bâtiment, de la charpente, etc. Donc, on est en mesure de faire ces rénovations-là
pour dégager de la valeur et vous créer de la valeur avec les travaux. Et bien évidemment, on est également en mesure de rafraîchir tout simplement un studio, un T2 et de faire des travaux qui vont être beaucoup plus light. Et quand vous démarrez, je ne vous conseillerais pas de partir tout de suite sur un immeuble entier à restructurer. Je vous déconseillerais même parce que ça va être des travaux qui peuvent être stressants. La banlieue de Lille, c'est des clients expats que tu as sur ce bâtiment? Oui, on a beaucoup de clients expats qui choisissent le secteur Lille parce qu'on a un bon ratio entre le dynamisme économique, le dynamisme étudiant et le rendement. Donc, c'est une zone qu'on nous demande beaucoup. Il y a d'autres zones en France, hein. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'immeubles de rapport dans cette zone. Rénover, meubler. Donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est qu'en rénovant, vous allez, ce que je vous disais, amortir les travaux. Donc ça va venir gommer du loyer imposable. On va le voir juste après dans la fiscalité. Ce qui fait que finalement, ça va vous coûter moins cher en impôt. Donc c'est un investissement intelligent puisque ça va vous gommer en plus de l'impôt. Vous allez avoir moins de frais d'entretien. Tout simplement, vous achetez le bien, vous le rénovez entièrement, vous refaites absolument tout. C'est ce qu'on propose en règle générale chez Investissement Locatif. Vous allez repartir sur un bien qui va être nickel et vous allez être tranquille 10 ans, 15 ans avant de devoir refaire des travaux. Donc, c'est des travaux que vous avez empruntés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez un bien que vous ne faites pas de travaux tout de suite, vous allez avoir des travaux à réaliser dans 5 ans, dans 10 ans. Et ces travaux-là, vous ne pourrez plus emprunter auprès de la banque. Donc, vous allez devoir les payer en cash sur fonds propres. Donc, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc, on préfère tout prévoir dès le départ, de manière à ce que vous soyez tranquille sur le plus grand nombre d'années possible. Vous allez créer de la charge utile. Et avec la partie ameublement, on va créer le coup de cœur, on va faire des biens grâce à nos architectes d'intérieur qui vont plaire au maximum de locataires et qui vont, quand le locataire va visiter, tout de suite lui permettre de se projeter et qui vont déclencher le coup de cœur. C'est l'objectif pour limiter la vacance locative. Avoir des locataires, on va choisir les locataires parce qu'on a plus de gens qui veulent louer, donc forcément on aura des locataires avec des meilleurs dossiers puisqu'on a le choix. Et on va exploiter une niche de marché, celle de la location meublée haut de gamme. Voilà l'idée. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est souvent qu'on me pose, c'est où sont les bonnes affaires? Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens veulent investir dans l'immobilier. Comment on fait pour trouver les bonnes affaires et comment on fait pour trouver des biens avec du potentiel? Donc, il n'y a pas de magie. L'immobilier, je le dis souvent, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique. Un bon agent immobilier, c'est un commercial qui va sur le terrain boire des cafés avec son réseau, boire des cafés avec les notaires, déjeuner avec toutes les agences immobilières pour que dès que les agents IMO, dès que les notaires, dès que les liquidateurs, dès que les marchands de biens ont des affaires intéressantes, ils soient appelés en premier parce que vous avez créé du relationnel. Donc, c'est du temps, c'est du relationnel et c'est être capable d'être appelé le premier. C'est ce qu'on appelle le off-market. Donc, off-market parce que le bien n'a pas le temps d'arriver sur ce loger, que vous êtes déjà appelé parce qu'il vous connaît. Et moi, souvent, des agents immobiliers m'appellent parce qu'ils me connaissent, ils savent que j'ai déjà acheté pas mal de biens. Ils vont m'appeler, ils vont me dire « Manuel, j'ai un truc à cet endroit-là, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, on visite ensemble. Je ne le diffuse pas. Je ne m'embête pas à faire 50 visites. Et si ça te plaît, c'est pour toi. » Et donc, c'est vraiment l'objectif quand on est dans l'immobilier. Si on arrive à faire ça, on va être à la source finalement. On va être à la source et on n'aura pas de concurrence avec d'autres acheteurs parce que le bien n'arrivera même pas sur les sites de petites annonces. Ensuite, il y a aussi toute une part de marché qui arrive sur les petites annonces. Et à ce moment-là, sur les sites comme Se Loger, Le Bon Coin, etc., il faut être capable très rapidement de visiter le bien et de détecter lors de la visite est-ce que c'est un bien qui a du potentiel, est-ce que c'est réellement une bonne affaire ou pas. Donc voilà, c'est ce double travail-là qu'on fait pour vous. Chez Investissement Locatif, on a 50 chasseurs sur le terrain qui vont toute la journée chercher pour nos clients en fonction du cahier des charges de nos clients. On cherche à la demande. Donc, c'est vraiment en fonction des souhaits de nos clients. Et dès qu'on a les affaires qui tombent, on va les analyser d'abord pour voir si l'affaire est réellement intéressante. Et si c'est le cas, on va vous la soumettre avec tout un projet et tout un cahier des charges sur la partie travaux, ameublement, les niveaux de loyer, etc. Alors ça va sûrement répondre à la question quelles sont les villes et régions les plus attractives en ce moment? Alors, il n'y a pas une bonne réponse. Je ne peux pas vous dire dans quelle ville il faut que vous investissiez parce que ça va dépendre de chaque investisseur. On a des investisseurs qui viennent nous voir, qui nous disent « Manuel, je prends un exemple un peu extrême peut-être, mais je suis trader à New York, j'ai eu des bonus, j'ai du cash à placer et en plus de ça, je voudrais faire du levier, mais je veux une zone patrimoniale. Je veux du Paris-Centre, je veux du Lyon, je veux du Bordeaux. » Donc ça, on peut avoir ce type de profil-là, ils vont mettre de l'apport et avec l'apport, on va être à l'équilibre sur l'opération et on va avoir un bien qui va être très central, patrimonial dans une grande ville où l'immobilier est cher, mais où on a potentiellement encore un réservoir de hausse
en fonction du fait que c'est des marchés internationaux. Hein. Quand on investit à Paris, on a énormément d'acheteurs internationaux. On a la première ville de France et première région de France en termes de dynamisme économique, etc. etc. Donc, d'un côté, on a des personnes qui veulent du patrimonial et qui veulent investir dans des villes qui vont être à potentiel de hausse et qui vont être des villes avec beaucoup de liquidités à la revente, etc. Et donc, des villes, ce qu'on appelle patrimoniales. À l'autre extrémité du cadran, j'ai des investisseurs qui viennent me voir, qui me disent « Manuel, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du rendement. Donc, je suis prêt à aller dans des villes peut-être qui vont être moins chères à l'achat, surtout, déjà à la base, peut-être qui vont moins se valoriser, mais qui vont avoir un meilleur rendement locatif aujourd'hui parce que je veux être en cash flow positif après mon apport de 30%, par exemple. OK. Et là, on va être capable d'aller soit dans des périphéries de villes de taille moyenne, soit dans des villes de taille moyenne, selon la ville, bien évidemment. Donc, je vais vous donner bien sûr des exemples de villes, mais il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse. On a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ce qu'il faut que vous sachiez simplement, c'est quel est votre objectif avec ce projet. Et finalement, ce sont vos objectifs immobiliers avec ce projet qui vont nous permettre de vous guider lors de l'entretien découverte que je vous proposerai après avec le lien et qui vont nous permettre d'affiner, de vous montrer des exemples et puis de réfléchir ensemble en fonction de vos objectifs sur le meilleur produit adapté pour vous. C'est ça, en fait, l'objectif. J'en profite rapidement avec une autre question parce qu'il faut qu'on avance et je vois qu'on a énormément de questions qui nous tombent dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont bloqués à l'étranger pour des raisons personnelles? Est-ce qu'on peut objectivement acheter avec vous sans se déplacer clé en main? Ah oui, on peut tout faire à distance aujourd'hui. On peut tout faire à distance. Modulo, le fait qu'il faille parfois passer un moment, donc pas forcément lors de la signature, vous pouvez passer un moment, si vous passez en France, signer une procuration, notamment sur les hypothèques, parce qu'à ce moment-là, il faut effectivement avoir une signature, au moins d'une procuration. Voilà. Ou alors, on fait authentifier la procuration. Bon, ça, on a des solutions, on peut le voir et vous conseiller avec le notaire. Donc, on vous représente à toutes les étapes et vous pouvez absolument tout faire à distance. Et on a l'habitude de travailler avec des non-résidents. On travaille avec plusieurs centaines de non-résidents chaque année. Donc, on a tous les partenaires pour ça, tous les process, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc, maintenant qu'on a vu les grandes villes, globalement, qui sont des zones peut-être plus patrimoniales, les plus petites villes ou les périphéries de grandes villes qui vont être plus des zones à rendement, l'objectif, bien sûr, est toujours de se positionner et on analyse chaque marché sur lequel on intervient dans des zones où on a de la demande locative. C'est hyper important parce que si vous investissez dans une zone où demain, vous avez un logement qui est vide, parfois, je vois des investisseurs qui font l'erreur d'investir à certains endroits, à mon sens, pas stratégiques, dans les banlieues de grandes villes, qui peuvent être des zones un petit peu à problème ou des zones où si on fait une coloc dans une zone où il n'y a pas de demande, on va avoir un problème, hein, on va avoir un appartement vide. Donc, on va, nous, scanner toutes ces zones-là. Et comme on fait la location, la gestion derrière, sur énormément de biens, on a ce retour. Et les chasseurs immobiliers vont parler constamment avec le département gestion locative pour valider la demande locative, valider les niveaux de loyer qu'on va vous conseiller d'appliquer et que vous aurez dès le départ de l'opération. Maintenant, dans quel type de biens il faut investir aujourd'hui? Donc, on a plusieurs types de biens qui se prêtent particulièrement à avoir du rendement, quelle que soit la zone. Globalement, ça va être les petites surfaces. On va avoir des budgets plus bas. Ça va être des biens qui vont être très demandés. Donc, du studio, du T2, on va viser une clientèle d'étudiants jeunes actifs. Ça va dépendre des villes. On va avoir des colocations. Globalement, ça va permettre d'avoir des logements plus grands qui sont quand même rentables. Parce que si vous louez un 80 mètres carrés à Marseille à une famille, vous n'aurez aucun rendement. Alors que si on le refait exprès et qu'on va le louer en colocation, je vous montrerai un exemple après, eh bien, vous allez tout de suite avoir un loyer par chambre et donc un empilement de plusieurs loyers et donc un bien meilleur rendement. Ensuite, on va avoir les immeubles de rapport, j'en parlais tout à l'heure. On va vous vendre des bâtiments entre 3 et 25 logements selon votre budget, bien évidemment, selon la ville. Et là, en une seule fois, vous achetez un petit ensemble immobilier qui va générer plusieurs loyers, ce qui va vous permettre d'être en monopropriété, donc de ne pas avoir de compte à rendre à des copropriétaires, de ne pas avoir de frais de syndic et en une seule fois d'acheter plusieurs logements, donc d'économiser 3 passages chez le notaire. Par exemple, si vous avez 3 logements, vous auriez dû aller 3 fois chez le notaire, 3 fois voir le courtier, 3 fois voir les banques, négocier avec les banques. Donc, c'est beaucoup de temps qui est économisé en investissant en une seule fois dans un immeuble de rapport. Les inconvénients des différents biens, les petites surfaces vont avoir plus de turnover et un prix au mètre carré potentiellement plus élevé également à l'achat qu'une grande surface. Colocation également, on a plus de turnover, peut-être plus d'administratif parce que vous avez plusieurs colocataires pour le même logement. Et les immeubles de rapport, il y a une forte concurrence dessus. Ce n'est pas facile à dénicher des immeubles de rapport intéressants. Il faut bien tout valider sur le côté sain du bâtiment, puisque c'est vous qui allez devoir l'entretenir et c'est en général un investissement financier qui est forcément plus conséquent, puisqu'on l'a vu, en une seule fois, vous achetez un bâtiment.
On commence sur des immeubles de rapport à partir de 300 000 € tout inclus, dans des zones, plus des zones à rendement, donc dans des villes de taille moyenne. On est capable de vous accompagner sur des immeubles entre 300 000 et 400 000 € tout inclus, avec, vous allez avoir 3-4 lots dessus, et vous allez avoir un placement qui est rentable, et vous êtes chez vous dans l'immeuble. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de travaux et d'entretien de l'immeuble. En matière d'immobilier, le retard, on le voit, ne se rattrape pas. Les prix ont tendance à augmenter de manière continue. Là, je vous ai mis un graphique jusqu'à 2018, mais c'est sur 20 ans seulement. Mais si on met le graphique sur 50 ans, sur 100 ans, on le voit, ça augmente de façon continue. Je vous inviterai à jeter un coup d'œil à ces graphiques-là. Je pourrais peut-être l'envoyer dans le replay. Donc, il faut passer à l'action, et c'est après qu'on s'enrichit. Dès que le système est mis en place, chaque mois, on va avoir tendance à s'enrichir. Petit exemple d'un logement que notre client a acheté, qui était à la base en T3. Quand il l'a acheté, il y avait 2 chambres, et on a créé une 3e chambre pour le passer en T4, pour faire une colocation tout simplement de 3 chambres. On le voit, le projet total, donc tout inclus, achat, travaux, frais de notaire, mobilier, honoraires, est de 220 000 €, donc un ticket un peu au-delà de 200 000 €. Et on est sur des revenus locatifs qui sont, bon, en plus, on ne loue pas très cher les chambres pour être sûr que vous soyez plein tout le temps. On aurait pu optimiser encore plus la partie revenus locatifs, mais on n'a pas envie que vous ayez un turnover qui soit trop fort. Donc, on reste dans ce qu'on sait faire, et dans des chambres qui vont être autour de 450 €, ce qui est tout à fait convenable, à Marseille, sur des chambres parfaitement équipées, ce qui fait 15 000 € de revenus locatifs annuels, donc 1200 x 12 à peu près, et un rendement de 7% sur cette opération. Avec 10% d'apport sur 20 ans, ça ferait une mensualité à 973 € et un loyer encaissé de 1 300 €. Avec 30% d'apport, ça fait une mensualité qui doit être à 750 €, 750 à 800 € et 1 300 € de loyer encaissé. Donc, vous avez un cash flow positif. Bien sûr, il faudra payer vos charges de copro, votre taxe foncière, votre assurance habitation et éventuellement des frais de gestion si vous le faites gérer. Mais vous êtes au-delà de l'équilibre, et ce bien, il va être à vous et vous allez rembourser chaque mois. Si vous le revendez dans 10 ans, vous aurez remboursé la moitié de votre crédit. Donc, c'est hyper intéressant, puisque vous allez, une fois que vous avez mis votre mise de départ, vous n'aurez plus rien à sortir chaque mois, et même vous allez avoir un petit cash flow positif chaque mois. Là, un autre exemple sur un P4 à Lille. Donc, cette fois-ci, on est sur 236 000 € en budget total, dont 30 000 € de travaux, des revenus locatifs mensuels de 1 425 € en colocation, et une mensualité avec 30% d'apport de 800 € environ. Donc, on voit qu'on a un cash flow positif mensuel, après apport évidemment, de 529 € par mois. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, vous payez votre crédit de 800 €, vous encaissez vos loyers de 1 400 €, vous payez vos charges de copro, et il vous reste en plus dans la poche 500 € de cash flow positif. Bon, voilà, on vous a mis quelques exemples. Cette fois-ci à Rennes, 224 000 €. Donc là, on est sur un rendement brut qui est beaucoup plus faible. On est dans l'hypercentre de Rennes. C'était la demande de notre client. On est un peu en dessous de 4% de rentabilité brute. On est sur un placement purement patrimonial, et on voit avec 15% d'apport, le client, il a un effort chaque mois d'épargne, puisque le rendement est beaucoup plus bas, d'environ 80 €. Voilà. Maintenant, quelle est la fiscalité? Et je vais finir sur la partie fiscalité. Donc, la fiscalité dépend beaucoup des pays, puisqu'en général, les pays dans lesquels vous vivez ont signé des conventions fiscales avec la France, des conventions bilatérales. Globalement, ces conventions, elles disent quoi? À peu près toujours la même chose, qu'il n'y a pas de double imposition. L'impôt qui est payé ici en France sur vos revenus locatifs ou sur votre immobilier ne sera pas repayé dans le pays de résidence, pour pas que vous payiez 2 fois. Néanmoins, ça va du coup dépendre, puisque en France, vous allez profiter de régimes que je vais vous montrer juste après. Donc, si vous maîtrisez bien, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs ici. Donc, ça va dépendre du système d'imposition des revenus locatifs que vous allez avoir dans le pays où vous êtes. Donc, ça dépend des pays. Par exemple, les États-Unis vont permettre l'amortissement du bien. Donc, globalement, ça sera aligné. Vous ne payerez quasiment pas d'impôt, voire pas du tout, aux États-Unis sur les revenus locatifs en France. Je le sais puisque ma compagne est de nationalité américaine, et qu'avec le système d'impôt mondial que les Américains de nationalité ont, même si elle est en France, elle doit déclarer ses revenus locatifs, parce qu'elle a des revenus locatifs de location meublée aux États-Unis, et regarder ce qu'elle n'a pas payé en France pour le payer aux États-Unis si elle devait le compléter. Mais ça, vous verrez avec vos comptables directement. Moi, je vais vous parler de la fiscalité française déjà, puisque le bien immobilier qui est en France va être imposé en France, et une fois qu'il aura été imposé en France, eh bien, le pays dans lequel vous vivez peut éventuellement prendre un impôt dessus. Ça va dépendre du pays. En France, il y a 2 grands régimes. Je vais aller vraiment à l'essentiel, parce que je crois qu'on a beaucoup dépassé, Romain, mais je vais aller vraiment à l'essentiel. Il y a 2 grands régimes quand vous achetez un bien en direct, soit la location vide, la location nue,
Donc, il n'y a pas de meubles, vous ne meublez pas, vous louez le bien tout simplement, soit la location meublée. Donc, à gauche, la location nue, je l'ai mis en rouge parce que globalement, je vous le déconseille. Pour aller vraiment à l'essentiel, vous allez être beaucoup plus taxé si vous louez un logement en location nue en France que si vous le louez en meublé. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais globalement, la location meublée va vous permettre d'amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles et de passer en déficit les frais d'agence, nos frais par exemple chez Investissement Locatif, et les frais de notaire. Et le fait que vous puissiez passer en amortissement et en déficit ces postes-là fait que vous allez avoir une base imposable. Donc, il faut me dire dans le chat si vous me suivez, mais je vais vraiment, j'essaie de simplifier. Vous allez avoir une base imposable qui va être à 0 € pendant une dizaine d'années. Ça va dépendre de l'opération, mais pendant une dizaine d'années, vous n'allez pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs ici, si vous êtes en location meublée au réel, donc en bas à droite de mon carré. Alors que si vous louez le même appartement en location nue, là, ce n'est pas le même régime fiscal et vous allez payer très rapidement des impôts et potentiellement beaucoup d'impôts puisque vous n'aurez pas amorti le bien et vous n'aurez pas passé les postes frais de notaire, honoraires investissement locatif en déficit. Globalement, et encore une fois, je vais à l'essentiel pour que ce soit du contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, actionnable. Je pourrais vous faire une conférence fiscalité de 2 heures, mais ce n'est pas le sujet. Je vais vraiment à l'essentiel. L'essentiel que vous devez retenir de cette conférence, c'est que le plus intéressant, c'est soit de détenir en direct et de louer en meublé, ce qu'on appelle au réel, en bas à gauche, pour avoir une base imposable de 0 € après tous les frais. Donc, vous allez tout passer en frais, il faut garder toutes les factures. Le déficit est reporté de 10 ans, vous allez amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles. Donc, ça, c'est le comptable qui vous le fera. Et le deuxième régime le plus intéressant, une fois que vous avez atteint un certain seuil, ou si vous voulez investir dans des immeubles de rapport ou des choses peut-être plus grosses, c'est d'investir à travers des sociétés qui vont être à l'IS. Donc, SARL ou SCI à l'IS. Pourquoi? Parce que finalement, vous n'allez pas avoir d'impôt perso. Vous allez avoir une société que vous contrôlez évidemment. Il faudra être au moins 2 associés dans une SCI. Mais vous allez avoir une société qui va faire du bénéfice et qui va payer son bénéfice. Sur le bénéfice, elle va payer 25% d'IS, 15% jusqu'à 38 000 €, puis 25% pour être précis. Donc, c'est un impôt qui est maîtrisé et vous décidez de vous verser l'argent quand vous le souhaitez, quand vous êtes à la retraite, quand vos revenus baissent, quand vous avez besoin d'argent. Et à ce moment-là, vous payerez de l'impôt perso, mais pas avant. Et ça va vous permettre de développer un patrimoine beaucoup plus important. Donc, pour récapituler cette conférence, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire du levier bancaire. On l'a vu, vous pouvez emprunter quand vous êtes non-résident, si vous avez les bons contacts. Donc, contactez-nous là-dessus. Il n'y a aucun problème, on vous aidera autant que possible. La banque vous demandera quand même entre 30 et 35% mobilisables en apport ou en placement, ou les deux, ou un mix des deux. L'objectif, c'est d'emprunter sur 20 ans, on l'a vu, sur la durée la plus longue possible, donc sur 20 ans selon votre âge, avec un différé de remboursement entre 12 et 36 mois à négocier avec la banque au départ. Et vous pouvez négocier quoi d'autre? Le taux d'emprunt, bien sûr les contreparties, et le taux d'assurance de prêt. L'objectif, c'est d'investir dans un bien dans l'ancien, idéalement avec travaux, pour créer de la valeur entrepreneuriale sur votre projet grâce aux travaux, pour faire une plus-value potentielle, et également parce que ces travaux-là, ils vont venir gommer de l'impôt, comme on l'a vu juste à l'instant, avec l'amortissement des travaux. Choisir bien sûr le bon régime fiscal. Pour ça, je suis allé à l'essentiel. LMNP, LMP, il y a encore des distinctions à faire. Mais globalement, si vous êtes non-résident, jusqu'à 23 000 € de location, de revenus locatifs meublés, donc un peu en dessous de 2 000 € par mois, vous êtes loueur meublé non professionnel. Si vous dépassez 23 000 € de revenus locatifs de location meublée, vous devenez loueur meublé professionnel. Il y a des incidences, notamment il y aura des incidences sur la revente avec un impôt sur le plus-value plus forte à la revente, mais vous n'allez quand même pas payer d'impôt pendant de nombreuses années. Et ça va vous permettre de développer un patrimoine immobilier que vous n'auriez pas pu développer si vous aviez eu tout de suite un impôt important. Donc, les bons régimes, location meublée quand on achète en direct, ou alors investir à travers des sociétés à l'IS. Ce n'est pas idéal non plus, il y a des désavantages sur la partie plus-value, mais ça vous permet de développer un gros patrimoine, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai plusieurs SCI à l'IS et j'ai aussi des biens que je détiens en location meublée au réel, comme je vous l'ai montré. Enfin, ne jamais oublier que l'immobilier, c'est dans la durée que vous enrichissez. Chaque mois qui passe, gardez en tête que le locataire rembourse la mensualité à la banque. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est le locataire qui rembourse votre crédit et c'est vous qui vous enrichissez grâce à ce remboursement. C'est une opportunité, vous l'avez compris, qui à mon sens est incroyable, surtout avec ces taux bas. Donc voilà. Donc quand on est à distance, on peut tout déléguer. On s'occupe absolument de tout pour vous, la recherche, le financement, les travaux, le suivi des travaux, la mise en location, la gestion. On peut tout faire pour vous. Et voilà, je vous ai mis la chaîne de valeur pour créer de la valeur et notamment ce qu'on fait chez Investissement Locatif.
la recherche du bien, on va optimiser le plan, suivre les travaux, meubler, décorer votre logement pour créer le coup de cœur chez les futurs locataires et le valoriser à son maximum. Louer et gérer votre bien si c'est votre souhait. Vous pouvez aussi faire vous-même la location-gestion, ce n'est pas une obligation. Et donc, optimiser votre patrimoine, gagner de l'argent à l'achat, utiliser le levier du crédit, créer de la valeur avec les travaux et ensuite mettre en valeur le bien pour le proposer sur le marché avec des photos professionnelles, des visites 360 degrés, de manière à ce que les locataires puissent se projeter et que vous puissiez louer au maximum. Bon, je vous ai remis une petite slide sur avec ou sans nous. L'idée, je pense que vous l'avez compris, c'est que c'est un service, comme beaucoup de services qui vont vous faire gagner du temps, mais qui a un coût. Ce coût, il est de 8,4% du montant du projet. On a déjà dû me le demander dans le chat, si on me le demande. Donc 8,4%. Ça répond à la question sur pas mal de combien ça coûte de travailler avec toi. Oui, souvent on nous la pose, ce qui est logique. Donc 8,4% du montant du projet, donc sur 200 000 euros, environ 16 000 euros TTC. Ces 16 000 euros vont passer en charge. Donc le vrai coût par rapport à si vous faisiez les choses tout seul, après impôt, il ne va pas être en général de 16 000 euros, mais ça va dépendre de votre niveau d'imposition. Donc ça va être entre 50% du coût et vous allez avoir entre 35 et 60% selon, encore une fois, votre taux marginal d'imposition. Je ne rentre pas plus dans les détails, on pourra vous l'expliquer si vous voulez prendre un rendez-vous. Mais en gros, après impôt, ça va vous coûter 50% globalement de ce qu'on vous facture. Si on vous a facturé 16 000 euros, globalement, après impôt, ça vous coûte 8 000. 8 000 pour, je le répète, l'économie d'énormément d'heures, plusieurs centaines d'heures sur le projet, à rechercher le bien, à suivre les travaux, à faire le cahier des charges des travaux, à meubler, décorer, à tout gérer pour vous. Et également, bien sûr, une expertise et un gain immédiat dès l'achat, parce qu'on va vous trouver des bonnes affaires. Et à toutes les étapes du projet, on vous fait gagner de l'argent et du temps. Voilà. Tu peux donner une notion aussi de frais de gestion post-achat? Donc, on va être environ à 7% de frais de gestion après sur les loyers. Voilà, tout simplement. Donc, c'est les frais de gestion chaque mois pour parler à votre locataire, encaisser les loyers pour vous, gérer les éventuels problèmes qui peuvent intervenir sur le bien, etc. etc. J'ai vu tout à l'heure que j'avais une question sur les impayés. On peut souscrire en France des assurances loyers impayés. Ça coûte environ 2% du loyer. Et il y a plusieurs assureurs qui proposent ça. Et ça vous permet, en cas d'impayé, que l'assureur paye le loyer pour vous. Donc, si vous avez besoin d'être assuré, je vous conseille de souscrire ce type d'assurance. Voilà, on a beaucoup de témoignages, on en a plus que ça, on a beaucoup de témoignages également vidéo d'investisseurs qui ont fait pas mal de projets avec nous. Par exemple, en bas à gauche, il est basé au Québec, je crois, Monsieur Truong, et il a fait 3 projets avec nous, il me semble. Vous trouverez des vidéos sur notre YouTube et sur nos pages témoignages sur notre site internet investissement-locatif.com. Voilà, maintenant je vais passer aux questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous en scannant le QR code. Je vais me remettre en plein écran. En scannant le QR code ou directement sur le site investissement-locatif.com en prenant un rendez-vous à ce moment-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions. Et maintenant, je vais répondre à des questions. Ou peut-être tu veux me distribuer les questions, Romain, comment tu veux faire? Oui, on va étendre. Normalement, on arrête à 13h côte est des US. On va étendre jusqu'à 13h15. Voilà, désolé pour le délai, mais je pense que c'était important et je pense que Manuel a amené énormément d'informations malgré le peu de temps qu'on lui donne. Donc, bravo à toi. J'ai vérifié, le QR code fonctionne bien. Donc là, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec l'équipe de Manuel si vous avez des questions. La consultation est gratuite, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Peut-être que j'ai quelques questions auxquelles je vais répondre, ça sera juste rapidement. Est-ce que vous parlez anglais? Mon conjoint ne parle pas français. Oui, on peut tout à fait parler en anglais dans notre équipe, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Précisez-le dans la prise de rendez-vous, de manière à avoir un conseiller chez nous qui parle anglais et qui puisse vous renseigner là-dessus. Juste, je prends peut-être quelques questions que je vois. Que pensez-vous des investissements en viager, Andrea? Alors, ce serait long à expliquer. Moi, je ne fais pas de viager parce que pour moi, ce n'est pas du tout le plus intéressant. Le viager, en vérité, pour moi, n'est pas. Enfin, c'est une fausse bonne idée, mais c'est un avis. Je pourrais le documenter, mais ça serait long. Faites-vous les travaux vous-même? Donc, non. Justement, on va mettre en concurrence plusieurs sociétés de travaux. C'est une force. Parce qu'en fait, on a acquis une énorme expérience sur la partie travaux et toute entreprise de travaux est bien jusqu'à ce qu'elle ne soit pas bien. C'est ce que j'aime bien dire. Nous, on a des partenaires
on peut vous conseiller, avec qui on travaille depuis des années. Et quand on sent qu'un partenaire est un peu moins bien, et bien justement, on va repasser sur une autre entreprise de travaux. Donc, on s'engage, on est tiers de confiance là-dessus. On vous garantit, on met toute notre expertise. Et vraiment, je suis très fier. On a, je crois, 25 architectes d'intérieur dans l'entreprise. Et voilà. Donc, sur la partie travaux, on assure. Et on a même, d'ailleurs, je le dis, maintenant, on fait des chantiers pour des gens qui n'ont pas investi avec nous. On a lancé Réno, une sous-marque, parce qu'on avait beaucoup de demandes là-dessus. On fait des résidences principales, des immeubles entiers, on fait des surélévations même d'immeubles selon les villes. Et on est capable de gérer vos chantiers. Si vous avez déjà des biens en France et que vous vous dites, j'ai déjà un bien, mais il n'est pas rentable, je voudrais le rénover, je voudrais l'optimiser, une ancienne résidence principale peut-être, ou un bien que vous aviez acheté et qui n'est pas rentable aujourd'hui, sollicitez-nous juste pour la partie travaux si vous voulez. On est capable de rendre ce bien rentable et on a une super équipe là-dessus qui peut optimiser vos biens et gérer vos travaux. Je peux juste prendre la question d'Emmanuel parce que je sais qu'il l'a posé 2 fois. Désolé, Emmanuel. Donc, il a 2 biens en France. Il se demande s'il devrait tout mettre dans une SCPI pour avoir une gestion plus facile à distance. Voilà, une maison et un studio. Quel est ton avis là-dessus? Alors, la toute première question. Il vient d'arriver au Québec et son épouse va le rejoindre. Alors, oui, bien sûr, je vois la question. Alors, déjà, oui, en fait, il y a une petite faute. Ce n'est pas SCPI. SCPI, c'est encore autre chose. Les SCPI, c'est un oui, rien à voir. C'est un titre financier, c'est un fonds qui va détenir l'immobilier et vous investissez dans les parts d'un fonds. Donc, je pense que vous voulez dire SCI. SCI. Voilà. Ça va dépendre, Emmanuel, vraiment. Enfin, ce n'est pas pour faire une réponse de juriste. Mais ça va vraiment dépendre de est-ce que vous avez déjà amorti le bien, ça fait combien d'années que vous les détenez, est-ce que vous avez des crédits dessus. Donc, je vous invite à nous solliciter, on pourra vous conseiller. Mais ça peut être intéressant, effectivement, de le faire racheter par une SCI que vous pourriez contrôler. Mais ça va vraiment dépendre depuis combien de temps vous l'avez, quelle est la plus-value latente, quel va être le régime d'imposition de la plus-value. Donc, je ne peux pas vous répondre aussi facilement. Est-ce que tu inclus les meubles dans les 8,4% de frais pour investissement-locatif.com? Tout à fait, on inclut absolument tous les postes puisqu'on va vous aider et gérer tous les postes tout au long du projet. Il y a d'autres questions que tu vois pertinentes? Oui, alors Nathalie… Investir à 50 ans, ça peut être pas mal, non? Ah, bien sûr, il faut investir à tout âge. Entre guillemets, on dit souvent le meilleur moment, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, ça aurait été mieux, hein, je ne vais pas vous le cacher, ça aurait été mieux d'investir idéalement à 20 ans. On aurait tous aimé démarrer à 15 ans ou à 20 ans, mais en tout cas, ça reste une très bonne opportunité de le faire aujourd'hui. Et vous pourrez quand même profiter d'un capital pour votre retraite. Donc, c'est, je pense, très intéressant. Juste, Nathalie, rebondit Nathalie sur pourquoi le loyer annuel serait de 27 000 € sur un bien de 300 000. Il me semble que le loyer est surestimé. Non, vous faites erreur. En fait, c'était 300 000 plus les 150 000 € d'apport. Donc, dans mon exemple, avec l'effet de levier, on était sur 27 000 € de loyer perçu sur 450 000 € investis. 300 000 de crédit plus 150 000 d'apport. Donc, effectivement, vous avez raison, c'était bien 27 000 sur 450 000 et non pas sur 300 000. Ceci dit, 27 000 sur 300 000, c'est faisable hein, selon les villes. Mais ce ne serait pas un rendement de 6%, ce serait un rendement de presque 10%. Alors, beaucoup de questions. On peut avoir 9 000 € de loyer avec un bien valant 150 000 €. Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut. Selon les villes, Anne, on peut tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut tout à fait avoir un loyer de 9 000 € sur un bien de 150 000 €. Ça fait un rendement de 9 sur 15, je vais vous dire. Hop. Un rendement de 6%. On peut même avoir plus. Ça va dépendre des zones dans lesquelles on investit. Et ça, on va placer le curseur avec vous, selon la ville, selon le type de bien, en fonction justement de vos objectifs. Alors, Charles me dit « Merci, et votre prix c'est quoi ?» Bon, ça j'ai répondu. Puis-je avoir un exemple net de tout? Contactez-nous, Charles, avec plaisir. Et on vous montrera des exemples concrets de projets qu'on a réalisés récemment pour des clients. Et vous pourrez voir tous les chiffres. Et on parlera bien sûr avec plaisir de tous les chiffres. La location saisonnière type Airbnb est-elle vraiment plus rentable que la location traditionnelle? Quels sont les pour et les contre de chaque modèle en termes d'investissement? C'est hyper intéressant cette question, Emmanuel. Justement, moi j'ai mis un bien que j'ai à titre perso, j'ai un seul bien en location saisonnière parce que en fait, les grandes villes françaises ont tendance à encadrer la location saisonnière. Il faut avoir la commercialité plus, par exemple à Paris, avoir l'accord de la mairie de Paris qu'il faut demander. Donc, il y a des démarches administratives. Les accords ne sont plus donnés.
puisqu'ils essaient de freiner au maximum la location saisonnière. Donc déjà, il faut que ce soit légal. Donc ça réduit énormément le nombre de biens. Et quand c'est légal, en règle générale, c'est plus rentable, mais ça va user plus vite le logement. Donc, et puis, il y a des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés que 7%, parce qu'on est dans de la location saisonnière. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous le proposer. On ne fait pas de gestion de location saisonnière. Vous allez faire appel à des conciergeries spécialisées qui vont prendre entre 20 et 30% de frais de gestion, ce qui est juste énorme. Donc, il faut tout compter. Mais effectivement, on peut avoir des choses encore intéressantes. Nous ne sommes pas en Martinique, Pierre-Éric, malheureusement. Donc, je ne connais pas le marché immobilier dans les Antilles. Donc, voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous accompagner. Si vous m'envoyez un mail, parce qu'en fait, on a eu tellement de demandes dans Martinique et Guadeloupe qu'on a maintenant 2-3 personnes là-bas. Donc, si vous m'envoyez un mail, je peux vous envoyer des contacts. Alors, l'investissement locatif meublé est-il réservé aux petites surfaces ou y a-t-il un intérêt à transformer une location traditionnelle de maison en location meublée? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La seule façon de le rendre rentable, ce serait soit de diviser la maison en plusieurs appartements, mais là, vous allez avoir des problématiques déjà de travaux, ça va coûter cher. Parfois, il faut changer la colonne électrique, il faut gérer la partie évacuation, la partie isolation, donc ça va coûter cher en travaux. Et surtout, il va falloir respecter le PLU. Il ne suffit pas de se dire on peut le faire, on divise, il faut que ce soit possible. Donc, selon les villes, on étudie avec nos architectes. On fait des divisions, mais en règle générale, ça va pouvoir, le plus simple va être de le passer en colocation. 4 chambres meublées en colocation dans une maison de 120 mètres, c'est tout à fait possible. Donc, ça s'étudie. Donc, ce n'est pas réservé aux petites surfaces, mais il va falloir adapter le bien pour le rendre rentable. Il y a Lydie qui demande, prenez-vous des biens uniquement en gestion locative? Oui, on peut aussi vous accompagner uniquement sur la gestion locative, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Globalement, on peut vous accompagner sur toutes les parties, puisqu'on fait soit juste la partie travaux, soit juste la partie gestion, soit la plupart du temps. Le gros de notre business, c'est vraiment de suivre le client de A à Z et de lui proposer ce service clé en main jusqu'au développement de son patrimoine, en sachant qu'on a beaucoup la plupart de nos clients qui ont la capacité, vont refaire des projets. Je crois que le client qui a le plus de projets avec nous, ça doit être 30 lots, donc c'est énorme, 30 appartements qui ont été achetés, et il a pu développer Spark parce que justement, il a délégué les choses. Tout seul, il n'aurait jamais pu, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est à Paris d'ailleurs, et qui travaille beaucoup, qui n'aurait pas pu le faire tout seul. Donc voilà, donc je vous invite je crois qu'on arrive au bout des questions, sauf si tu en vois d'autres. Ouais, et puis de toute façon, on exportera les questions. Donc, l'équipe de Manuel pourra regarder s'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas répondu. Je sais qu'il y avait une question sur aussi, notamment, où se faire financer. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à se faire financer aux États-Unis. En général, c'est en mettant en nantissement d'autres actifs qu'ils ont dans des banques américaines et après, ils peuvent faire leur achat. J'ai un ami proche qui vient d'acheter pour sa retraite un appartement à Nice et je sais qu'il a pu le faire avec une banque américaine. Nice, c'est une très belle ville et on travaille également à Nice. Et j'aime beaucoup, à titre perso, je crois beaucoup en ce marché-là parce qu'à la fois, on a le côté Côte d'Azur, vacances, le côté rêve, mais on a aussi une vraie économie, ce qui n'est pas le cas partout sur la Côte d'Azur, une vraie économie à l'année, des étudiants à qui on peut louer et on peut vraiment faire des choses sympas à Nice. Donc c'est très bien. Voilà. On a déjà bien dépassé l'horaire, donc on va laisser les gens, où qu'ils soient, continuer leur journée ou peut-être la finir pour ceux qui sont en Europe. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci Manu. Un grand merci à tous. Merci pour l'invitation, Romain. Et puis surtout moi, peut-être le dernier message avant que vous nous quittiez, passez à l'action avec nous. Vous faites le seul, mais passez à l'action. Parce qu'en immobilier, vraiment, quand on regarde en arrière, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, ça fait une énorme différence. Aujourd'hui, je ne me sens pas plus riche parce que je rembourse mes crédits tous les mois. Donc, quand j'évoque des sommes énormes, je ne les ai pas sur mon compte. Mais je sais que quand je vais en avoir besoin, quand je vais pouvoir revendre, quand je vais avoir fini de payer certains crédits, là, ça va tomber. Et à ce moment-là, j'aurai cette sécurité-là. Et je vous le souhaite vraiment, pas forcément dans les mêmes niveaux, parce que moi, je suis bien sûr dans le milieu et puis je suis hyper actif là-dessus. Mais faites-le parce que je vous garantis que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça fera une grosse différence pour vous et votre famille. Donc, si cette conférence a servi au moins à vous faire prendre conscience de l'opportunité et à passer à l'action, voilà, je vous conseille de le faire et sollicitez-nous. Encore une fois, le rendez-vous est offert et on sera très heureux de à minima, vous apporter encore de la valeur lors de ce rendez-vous. Donc, prenez rendez-vous avec mon équipe et je vous dis à très bientôt. Et en plus, ça va me permettre de relier avec ce qu'il y a la semaine prochaine.
N'hésitez pas à prendre votre ticket. On fait la fiscalité des successions et donations franco-américaines. Donc ça, c'est plutôt pour nos personnes qui nous écoutent depuis les États-Unis. Et puis la semaine d'après, on va faire les obligations fiscales avec des experts. Donc je pense qu'il y a certaines questions peut-être que vous aurez pour eux concernant cette conférence. N'hésitez pas à venir nombreux pour ça. Merci encore et bon après-midi. Et puis, je pense qu'on te reverra, Manuel. Peut-être on va faire quelques conférences sur des verticales précises. Là, c'était très large, mais en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup. Bon Merci à après-midi, tous. bonne journée. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. À bientôt.